Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Fafard, architecte chez Quincy. Restez avec nous, il est vraiment intéressant. Il nous parle de ses projets, de ses défis, de ses challenges, de ses compétences, de ses voyages, de ses découvertes autour du monde. Restez avec nous. Bienvenue au podcast Autour du prêt avec Mira et JP. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Fafard, architecte de chez Quincy. Est-ce que je prononce le mot Quincy? Oui, comme merci. il faut? C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, premièrement, puis c'est pas tout le monde aussi qui le prononce la première fois. Là, fait que, Ben, tant qu'à ça, dis-nous, c'est quoi Quincy? ben, à la base, je voulais pas que ce soit Guillaume Fafard, architecte et associé, parce que j'avais un avenir de dire éventuellement, je serais pas tout seul dans mon salon à travailler là-dessus. Puis ça représente mes valeurs principales. Là, je suis un gars qui adore l'hiver, comme je vous ai dit, le ski, tout ce qui est hivernal, ça c'est mon top. Un passionné. Oui, je suis un passionné. J'adore le côté ludique, le côté s'amuser. Fait que, puis le côté écologique des habitations, comment on est plus performant. Fait que, le Quincy en soi, c'est comme tout le monde pense qu'ils font des igloos quand ils sont jeunes, mais c'est un Quincy, c'est un tas de neige qu'on vient vider le centre. Okay. Fait que, dans le fond, c'est super écologique, c'est de la neige, c'est super performant, mais c'est un isolant naturel. Puis c'est ludique, c'est l'hiver. Fait que, puis ça se brandait bien. Mon designer graphique m'avait fait des déclinaisons de logos puis tout. Puis c'était 2 syllabes, il m'avait tout expliqué ça. Là, fait que ça tombait bien. Par contre, le monde ne savent pas c'est quoi. Puis on a de la misère à le prononcer. Ben, à part toi, là. Je pense 15 Quincy. Fait que ça vient rigolo, mais au final, quand tu l'expliques, le monde, ils sont « Ah, OK, pas fou. » Ben, après 30 secondes, j'ai déjà appris quelque chose. Ben, c'est bon. Je pense que ça va être intéressant aujourd'hui. Mais sinon, le monde qui le savent sont soit des fils de soldats comme moi, qui ont été dans l'armée puis ils en ont fait pour des kits des sorties de survie, ou des scouts. Parce qu'ils ont fait ça aussi des scouts. Ou quelqu'un qui est vraiment intéressé par tous des faits divers par rapport. Un de ces trois-là. Aujourd'hui, on est là pour parler de tout ce qui est en lien avec le financement hypothécaire. Moi, JP, courtier hypothécaire. Ton rôle clé dans un projet. T'sais, on pense souvent, chercher le terrain, on pense au rapport d'évaluation, mais en premier lieu, l'architecte, il va établir, les plans. Fait qu'à partir de quel moment que c'est important de contacter un architecte quand on a un projet d'immeuble? Bien, moi, je dirais toujours avant de faire l'offre d'achat même. Dans le sens que, tu sais, souvent, nous, on est habilités à faire regarder le zonage, mais tu sais, des fois, il y a du non-tangible qui n'est pas dans le zonage. Mettons qu'on est dans un territoire de la commission d'urbanisme ou des trucs comme ça. Ça avait beau être marqué 8 logements, 12 étages. Des fois, il y a des règles d'insertion qui sont plus subjectives, malheureusement, puis qu'on n'a pas tous nécessairement les outils pour pouvoir les interpréter pour dire « Hey, il me rentre tant de logements ». Fait que souvent, moi, ce que j'aime mes clients, écoute, moi, en 15 minutes, dépendamment du projet, là, si c'est un projet de 500 000 portes, je ne peux pas faire ça en 15 minutes, mais tu sais, un projet de 0 à 100 logements, en plus ou moins 15 minutes, je suis capable de donner des red flags. Il va avoir ça comme red flag. Ah, bâtiment patrimonial à démolir, il ne peut pas démolir. Ligne à haute tension, servitude ci, servitude ça. Ah oui, tu peux faire un 6 étages, mais tous tes voisins, c'est des 1 étage. Fait que, tu sais, on ne pourra pas, ça ne passera pas. Ou si oui, il faut faire des retraits, il y a des techniques architecturales pour faire un bâtiment qui s'insère mieux avec ses voisins-là. Fait que, nous, on peut rapidement le faire. On fait des blocages d'espace. Je te dis, on a tant de pieds carrés par étage, fois 4 étages, ça donne tant. On divise par, je sais pas moi, 550. On fait des mini-unités parce qu'on est dans un secteur étudiant, ou on fait du 1200 parce qu'on est dans un secteur plus résidentiel, familial. T'sais, on est capable de se faire des ratios. Puis après ça, on peaufine au fur et à mesure qu'on avance. On est capable de rapidement dire, il y a un intérêt d'acheter le terrain ou pas. Puis après ça, s'il y a un intérêt, mais là, après ça, là, on va se raffiner. Là, on va demander des études de marché pour dire, hey, nous, on a voulu faire tant de ratios de 3,5, 4,5, 5,5. Mais le marché, c'est-tu vraiment ça dans ce secteur-là? On se base sur nos projets récents. Nous, on travaille beaucoup en milieu urbain, fait qu'on a nos propres données, on peut dire. Mais tu sais, on aime toujours avoir l'œil du marché officiel réel. Puis après ça, il y a aussi qu'est-ce qu'on est capable de construire. Ça va-tu être finançable? On va-tu arriver à la même valeur finançable aussi? Tu sais, le coût de construction versus ce que les institutions vont prêter. Puis même après ça, si la SCHL va accepter ce que, mettons, vous allez dire, ça vaut ça, tu sais. Il y a tout, Guillaume, je suis assez impressionné. Tu dis qu'en 15 minutes, puis je comprends, ça peut être 30 minutes ou 1 heure selon le projet, là, mais je suis assez impressionné de la rapidité que tu peux analyser un projet de construction neuve. Tu as de l'expérience, c'est clair. Mais si je t'appelle en disant j'ai un terrain dans Limoilou, telle rue, 20 000 pieds carrés, avec quelques petites recherches de base, tu es capable de au moins faire un premier jet d'idées. Tu peux pouvoir construire un 12 logements, attention à ça, attention à ça. Oui, bien, dépendamment aussi, tu sais, c'est dans quel secteur. Là, je n'ai pas spécifié, mais quand c'est dans le milieu urbain à Québec, tu sais, si on va à Sherbrooke, là, c'est moins à l'aise parce que je connais moins les règlements comme le fond de ma poche. Versus en ville, au fond de ma main, je connais tous les règlements, je sais toutes les exceptions, les assouplissements. Si on fait ça, on peut aller chercher plus là. Fait
dans le centre-ville de Québec, là, oui. Après ça, si on sort en périphérie, peut-être un peu plus long. Mais rapidement, on est capable de voir le contexte. On est capable de voir, on va faire des études. Mettons, je prends la Ville de Québec. Je vais commencer avec la carte interactive. Souvent, si c'est dans le centre-ville de Québec, il y a des bonnes chances que j'avais déjà vu le site. Je l'ai déjà analysé pour un autre client. Ouais. Souvent, ça arrive, je suis comme, j'ai déjà analysé, je ressors mes vieilles stats. Après ça, je regarde si le zonage n'a pas changé, parce que le zonage change sans nous le dire. Ils le disent, mais on n'est pas au courant chaque fois qu'on regarde des avis de la ville. Fait que, je vais réanalyser le site avec le zonage si c'est le même, si c'est les mêmes besoins du client aussi. Puis, les grandes lignes, je vais vous dire, on fait 3 étages où on peut diviser le lot. Là, si je vois qu'on peut diviser le lot, c'est un vraiment gros terrain, je vais dire, t'as peu, il m'en faut un peu plus parce que, je veux regarder l'analyse. Je donne un exemple concret. Le Calimera qu'on est en train de faire sur Charest pour Medway. Initialement, j'avais rencontré Marc Vincent qui n'était pas chez Medway, puis on l'analysait. Le terrain était tellement grand, tellement atypique, parce que dans Saint-Sauveur, c'est tous des petits terrains. Lui, il est vraiment immense. Puis là, il y avait un potentiel, selon le zonage, de 12 logements. Là, ça n'avait pas d'allure parce que le terrain était trop gros. Je dis, ben, on peut rapidement le séparer en, je pense que c'était 6 lots pour arriver à un résultat qui est ce qu'on voit à peu près là. Ou, là, ça vaut la peine parce que quand même sur 2 artères principales, de dire, hey, on va appeler la ville, on va jaser avec eux. Y a-tu un intérêt de faire un projet au lieu d'en faire 6 petits? Arriver à peu près au même résultat, mais simplifier la construction, intégrer des choses que la ville veut aussi intégrer. Dans ce cas-ci, c'est une CPE, puis on est allé chercher un étage de plus. Fait que, là, on a vu un potentiel. Fait que là, je dis, hey, on peut en rentrer ça facile. Ça, c'est ton plan A. Ton plan B ou C, mettons. Mais le plan A, c'est on s'assoit avec la ville, on prend 1 an et demi pour faire la modification de zonage, consulter les citoyens, aller en atelier de participation active pour bonifier ce site-là. Là. Donc, c'était trop une perle rare. De participation active, tu peux-tu... Bien, ça, c'est quand on fait un changement de zonage, la ville va faire une consultation publique, comme on le voit. Ils vont faire aussi des ateliers de participation. Fait que dans le fond, le promoteur, souvent, moi, quand mon promoteur est invité à aller là, je dis, assis-toi, écoute, moi, je vais aller parler, je connais plus le projet que toi, puis je veux pas mes clients, ils me donnent le mandat d'aller chercher un permis. Fait qu'après ça, ils me font confiance sur le résultat qu'on va aller chercher. Ils comprennent qu'il faut que ça soit quand même pas n'importe quoi. Il faut qu'eux, ils fassent de l'argent au final. Fait que, on a quand même des grandes lignes. On appelle ça du Bourbon pas cher. J'appelle ça mon standard Canac, même. Mais je dis, assis-toi puis écoute ce que le monde va dire. Fait que là, comme Calimera, la première fois qu'on est allé, c'était la question, là, tout le monde était triste que le restaurant fermait. Mais en vrai, le propriétaire, il n'y avait pas de relève. Il vendait son entreprise. Son terrain valait plus cher que le restaurant grec. Fait que ça, c'est une chose. Fait que là, on a enlevé ça de la table des discussions. Il est fermé, c'est pas parce qu'on a acheté le terrain, c'est parce qu'il fermait de toute manière. Okay. Fait que là, on a calmé les ardeurs avec ça. Après ça, il y avait un enjeu sur le stationnement d'hiver. Beaucoup de monde allait stationner là l'hiver. Fait que là, on a appris ça. Fait que là, on a fait une petite note. On a dit à la ville, mais on pourrait-tu ajouter l'usage stationnement qui n'est pas associé à l'habitation dessus? Fait que le stationnement pourrait être indépendant de l'usage au-dessus, comme un stationnement privé, locatif, que tu peux aller louer en cas de tempête. Fait qu'on a appris ça. Il y avait un besoin de garderie. Là, ça tombe bien. Medway, en ce moment, travaille beaucoup dans le médical. Fait que CPE, ça rentre un peu là-dedans. Fait que on a appris ça. On a appris aussi, moi, je savais déjà, mais le besoin de grand logement, le besoin d'abordabilité. Fait que, pour les familles, les plus grands logements dans les quartiers centraux, on a apporté, il y avait l'abordable, la SCHL, mais il y avait un besoin encore plus pressant et plus abordable que l'abordabilité. Là, souvent, on reproche à l'abordabilité que c'est la RMR, c'est la moyenne, c'est quand même cher. C'est 1027,50 dans la région de Québec. C'est quand même pas donné. Là, Fait que là, la ville nous a appuyés, ils ont ouvert un nouveau programme, ils ont adapté le programme de PSL, le programme de support au loyer pour les constructions neuves. Fait que, c'est tous des éléments qu'on a écoutés pendant les consultations, les ateliers de participation active. Après ça, c'est sûr que tout le temps, quelqu'un va dire « j'aime pas la couleur de la brique, j'aime pas si... » C'est très subjectif. Puis là, on leur dit « écoute, moi, il faut que j'essaie de faire un projet quand même complexe, avec un budget, dans un temps donné, pour faire plaisir au plus de monde possible. » Fait qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être déçu. Ça, c'est sûr. J'ai jamais vu un projet d'architecture de super haute qualité qui a fait plaisir à tout le monde. Toujours quelqu'un qui va être déçu, toujours quelqu'un qui voulait pas ça, toujours quelqu'un qui va avoir perdu sa vue, son stationnement. Là, ça, Guillaume, c'est ton quotidien. Tu es à l'aise avec ça? C'est quoi le terme que tu as utilisé tantôt? Les amendements au zonage, les participations... participation citoyenne, tu es à l'aise avec ça? Tout ça, oui. Je suis quand même un people guy. Fait que, pour moi, puis il y a aussi que je prends mes projets personnels. Fait que, c'est mes petits bébés. Fait que, souvent, je vais aller dans ces ateliers-là avec mon chargé de projet parce que je ne fais pas tous les projets tout seul. Là, on s'entend, j'ai une équipe derrière moi. Mais avec le chargé de projet, je viens quand même émotif dans le sens que non, ça va là à cause de ça, on a pensé ça. Puis souvent, des fois, ça peut être méchant. Il t'attaque, ton projet il est lettre. Je suis comme non, il n'est pas lettre. Tu l'aimes peut-être pas, mais il rentre là à cause de ça. C'est quand même factuel. Tu vas avoir des arguments. Oui, puis là, on me dit il s'intègre pas bien. Mais non, il s'intègre bien. Ta marche zéro, Saint-Sauveur, c'est le cadre bâti comme ça. La maçonnerie est là, les rythmes plein vide. Là, on arrive avec du langage, puis des fois, je m'emporte. Là, je parle un peu en chinois dans le sens que le langage architectural, des fois, le monde comme ça veut dire quoi ça? Puis là, ils comprennent que ça va là, puis on y a pensé, on n'a pas fait un projet. Puis des fois, les promoteurs vont me dire hey, je veux 12 étages, on essaye 12 pour en avoir 10. Je suis comme
Tu veux 10, on va essayer 10. Puis si ça va là, 10, on va le prouver. On va pas demander plus pour demander. On va demander plus pour. Après ça, on va couper à part en deux, dire on était bien gentil, on a enlevé 2 étages. Ça va 10 ou 6, c'est là, à cause de ça. Voici mes études, voici ici. Puis tu sais, quand tu leur dis la vérité, puis tu leur dis que tu as travaillé fort, puis tu bronches pas sur ta position, c'est comme avec des enfants. Tu sais. Une chance, après ça, c'est non. Fait que, Ça me fait penser à quelqu'un, quand ils sont rodés, après ça, ils comprennent qu'il y a un avertissement, après ça, il y a un retrait, conséquence, peu importe. Dis-moi, Guillaume, tu connais beaucoup ton secteur, mais si on s'éloigne un petit peu, tu nous parlais tantôt, il y a des gens qui nous regardent partout dans la province de Québec ici, mais disons qu'on est dans la région, on tourne dans la région de Québec aujourd'hui. Si on va à Charlebourg, à Beauport, à Stoneham, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lévis, est-ce que tu maîtrises autant ton sujet que Limoilou, par exemple? Oui, mais par contre, le monde, là, on arrive avec des compétiteurs qui sont différents. Mettons, je donne Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Je restais là quand j'étais jeune. Mais tu sais, c'est souvent des terrains vacants, pas de mitoyenneté, selon le secteur, pas nécessairement de contexte. Fait que, ma plus-value est moins importante là. Je suis moins kingpin quand j'arrive là, puis je suis comme, il y a beaucoup de solutions possibles, puis je suis pas le seul qui peut réfléchir à la solution. Fait que, on a comme mandat de nous dire, on se concentre dans les milieux urbains. Là, on fait un projet à Loretteville. Fait que c'est sur la rue Racine, boulevard Valcartier. Fait que c'est une consolidation d'artères principales, rue principale. Ça reste dans le centre-ville. Oui, mais c'est comme genre un mini centre-ville. Fait que tout ce qui est noyau villageois, ça, on embarque. Parce qu'on dit là, ce qu'on fait en ville à Québec, on peut l'exporter là. Nous, on aimerait ça. Là, on va déposer un appel d'offres pour un projet public à Baie-Saint-Paul, dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul. C'est pas un centre-ville comme on les croit, mais ça reste quand même un centre-ville qu'à pied, tu vas aller à la rue commerciale, pas loin de la ferme. Là, il y a un développement aussi d'écoquartiers. Fait que là, on est approché. Fait que là, on veut approcher ces projets-là qui sont proches du noyau villageois ou soit de la rue principale pour consolider ces artères-là, puis amener notre savoir-faire là. Je dirais pas non, un mandat avec Victoriaville, mon père reste à Victo, la petite rue principale qu'ils ont faite, puis tous les quartiers un peu, les vieux quartiers tissés qui sont un peu laissés à l'abandon, mais là qui commencent à avoir un peu de revitalisation. Mais nous, on adore ça. Sherbrooke aussi, Trois-Rivières, je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de développement là-bas. Tu as un tissu urbain comme Québec ou Montréal, c'est quand même proche de tout. Il y a quand même un beau pôle économique, il y a quand même des institutions éducatives. Universitaires. Il y a l'université, il y a des cégeps, il y a quand même de quoi qui bouillonne là. Mais j'ai l'impression que le monde de Montréal sont rendus à Québec. Puis là, éventuellement, le monde de Québec et de Montréal vont aller à Trois-Rivières. C'est comme toujours un coup d'opportunité versus... Comment t'expliquerais que les gens de Montréal ont passé par-dessus Trois-Rivières pour venir à Québec et retourner à Trois-Rivières éventuellement? Ben, je pense que on dit tout le temps placement. Québec a déjà peut-être plus d'outils à son arc pour dire on est un centre-ville cossu, solide, on a beaucoup de pôles d'emploi différents. C'est un bon investissement à long terme. Trois-Rivières, il y a peut-être un peu de réticence. L'usine Nordvolt, oui, non. Il y a plus c'est plus houleux. J'ai l'impression aussi que les prix de loyer sont plus bas. Peut-être que les proformas sont peut-être moins intéressants. Mais en même temps, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a beaucoup, quand on fait des chantiers, moi, t'es un petit fouineux, je regarde, t'arrives de où, le sous-traitant, puis le coffreur, il vient de Victo, le coffreur vient de Trois-Rivières. Fait que lui, il doit charger un extra pour se déplacer à Québec. Oui, c'est ça. Fait que, je me dis, les coûts de construction doivent être... Puis il y a beaucoup de sous-traitants qui viennent de la périphérie, fait que tu te dis, si on construit plus proche d'eux, techniquement, le coût de construction doit être plus bas. Puis il va peut-être pallier pour les loyers qui sont plus bas aussi, là. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de milieux qui sont... tu sais, le Trois-Rivières, on passe ça en autoroute, là. Mais aller sur le boulevard des Forges, aller au Trèfle, un petit bar... Ben, Trèfle, il est rendu à Limoilou aussi. Le centre-ville, à chaque fois qu'on est allé... Il est quand même impressionnant. Vraiment. Il est piéton, il y a tout l'événement autour de l'Agora. Vu sur le fleuve, c'est quand même un beau setup. Tu te dis, tu t'attends pas à ça parce qu'on est rarement arrêté à Trois-Rivières. Moi, j'ai déjà fait une cyclo-sportive, le défi, pas Pierre Lavoie, le défi Louis Garneau. On partait de Trois-Rivières, puis on allait à Québec. Puis ça partait du centre-ville. Puis c'est là que j'ai découvert le vieux centre-ville de Trois-Rivières. Je suis comme, mais tabarouette, il y a ça ici. Tu sais, on pense tout à l'autoroute puis les outlets du côté, mettons, droit quand tu vas à Montréal, mais tout en bas est quand même impressionnant. Ouais. C'est pas un super gros centre-ville, mais il y a quand même de quoi d'intéressant à faire là. Bon, fait que les investisseurs immobiliers... Je pensais pas parler de Trois-Rivières aujourd'hui. Non, mais Sherbrooke, Trois-Rivières, c'est les noyaux qui sont un peu laissés... Ben, tu sais, on parle beaucoup de Sherbrooke ces temps-ci, ou dans mes médias, je suis inondé parce que Nicolas, il travaille beaucoup là-bas, puis il fait beaucoup de pubs par rapport à ces développements-là, puis c'est un noyau peut-être plus gros que Trois-Rivières. Mais tu sais, Trois-Rivières, ça va être éventuellement son tour aussi. Là, il y a Longueuil aussi, puis on parle de Laval parce que où c'est Terrebonne, je pense qu'il a annoncé un méga plan masse de développement de je sais pas combien de milliards. Les périphéries de Montréal aussi, on le vend en voile aussi.
J'ai le goût de te demander une petite question. Parle-moi de Chicoutimi. PMML ouvre un bureau à Chicoutimi. Fait que je suis intéressé à t'entendre parler Moi, de j'étais un Chicoutimi. mini Saguenayen. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait des petites recherches Ah oui? là, avant. Puis là, j'ai dit, je pense que le Saguenay, il est déjà allé faire un tour plus jeune. Mes parents étaient dans l'armée, fait qu'on Ouais. bougeait beaucoup. Mon père a travaillé pour Bagotville, la base militaire là. Ouais. Fait qu'on vivait à Jonquière et à Chicoutimi. OK. Puis j'ai joué pour les mini Saguenay, pas les Saguenay dans le junior majeur, les Saguenay à Tombe, Ok. Bam Tam, tout ça. Là. Mais Chicoutimi est un super beau centre-ville. Je viens mes- de Saguenay, moi. OK, Je mais viens mes de collègues Saguenay. Gropa, ils ont fait un beau plan masse, un pitch de vente sur le vieux Chicoutimi, puis peut-être un peu la rive nord de Chicoutimi-Nord. Là. Fait qu'il y a une belle idéalisation de comment on pourrait revamper ce secteur-là. Puis moi, j'ai mes premiers moments où j'étais un ado / autonome. Là, je prenais l'autobus, j'allais, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la principale, mais La Racine. La Racine, mais Ouais. tu sais, le terminus est là aussi. Ouais. Fait que, je me rappelle qu'on Le allait vieux bas. port, là, c'est- On allait bomber là, mais tu sais, j'allais aussi à Dominique Racine en haut. Ouais. Fait que, tu sais, puis des fois, on s'entraînait à Chicoutimi-Nord, des fois, on s'entraînait au centre Georges Vézina. Fait que, tu sais, ce secteur-là, tu sais, ça se faisait à pied. Pas en vélo parce qu'il y a une bonne côte. Maintenant, je serais content de le faire en vélo. Mais dans le temps, je me rappelle, c'était à pied, autobus, puis mes chums avaient des trottinettes. Pas des trottinettes, des scooters. Des scooters. Fait que, tu sais, on avait comme notre autonomie, puis le Vieux-Port, le marché, tout ça. Fait que, tu sais, ils veulent leur revamper ça aussi parce que c'est un vieux noyau qui a peut-être été délaissé un peu pour la périphérie, mais il y a beaucoup de regains sur ce retour en force-là. Puis ça donne peut-être aussi avec le fait que les bâtiments arrivent en fin de vie. Fait que, il faut les rénover, Ouais. des fois majeurement, des fois aussi, il y a des bâtiments fédéraux, provinciaux qui sont là, qui sont rendus en fin de vie, qui rénovent. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un gros pôle attracteur de dire il y a un pôle d'emploi là du gouvernement. Fait que, tu sais, ils rénovent le bâtiment, mais la petite rue, les petits restaurants pour ces gens-là. Il y a J'imagine que tout c'est du cas par cas, mais toi, t'es-tu de l'école, on démolit puis on refait une bâtisse neuve pour revitaliser un centre-ville ou tu rénoves sur du vieux? Il faut un peu les deux. On va le voir dans les quartiers historiques, il y a des bâtiments qu'il faut conserver absolument. T'as pas le choix. Avec Moi, patrimoine. peu importe si c'est catalogué patrimoine ou pas. Si on a juste du neuf, on n'a pas le côté le fun à visiter. L'hybride des deux, puis souvent dans la théorie de l'architecture, il faut du neuf, il faut du signalétique. Du signalétique, c'est comme des églises ou une tour. Quelque chose que des repères visuels dans ton quartier ou dans la ville, où tu dis, c'est à côté du centre Vidéotron. Moi, quand je me promène, le centre Vidéotron, je le vois, je reste à côté. Dans mon cerveau, c'est un repère visuel. Mettons, dans le temps qu'on avait le 400e anniversaire de Québec, là, il y avait le complexe G, je pense qu'il y avait le 400 des fenêtres, ça aussi, c'est un repère visuel initiatique. Fait que c'est important d'avoir des éléments comme ça, mais c'est important aussi d'avoir notre château Frontenac, le petit triplex qui a été rénové, restauré aussi. Par contre, il y a aussi le coût d'opportunité, que moi, je suis plus un fan du coût d'opportunité. Fait que, il y a le patrimoine, mais si c'est une maison unifamiliale sur René Lévesque, mettons. En plein milieu de deux bâtiments, mettons. En plein milieu, mais Ouais. tu dis, puis il y a un potentiel de faire un 6 étages de 45 logements. Mm-hmm. En ce moment, j'ai l'impression que ça penche plus pour. On devrait peut-être. Ça dépend c'est quelle maison ou c'est quel triplex, mais tu sais, le coût d'opportunité, on vient d'en faire un avec Forti Construction. C'était un 2 logements, puis on fait un 12. Fait que là, tu dis, sur la première avenue, c'est quand même un coût d'opportunité intéressant. Sur une artère que la ville veut revitaliser, veut aussi consolider avec peut-être le tramway, le transport structurant va passer là, peut-être va passer à Canadien, mais c'est des artères quand même principales. Fait que, tu sais, le duplex n'a plus sa place nécessairement. Maintenant, le 12 logements a peut-être plus sa place, puis l'autre bord, c'est un 5 étages. Fait que, tu sais, ce dialogue-là, l'évolution fait que des fois oui, des fois non. Et des beaux bâtiments. Notre bureau, c'est un bâtiment que j'avais analysé pour démolir, faire de l'habitation. Moi, je suis rentré là, je suis comme, c'est dommage de démolir ça. C'est un beau garage, des belles poutres d'acier, vieux plafond de Tu bois. voyais tout le potentiel. Moi, je voyais mon bureau. Là, je faisais des blagues. Je verrais des bureaux, là. Puis là, le propriétaire comprenait pas. Il dit, non, je veux démolir. Je dis, ben, tu sais, il y aurait de quoi à faire. Puis lui, il trouvait ça triste parce que c'était son père, grand-père qui avait tout eu ça. Mais il pensait que le seul avenir de ce bâtiment-là, c'était la démolition pour faire du résidentiel. Finalement, on l'a converti en bureau. Il était super content. Là, on essaie de prendre du temps pour acheter un étage. Mon associé était là le matin. On le fait-tu? Je suis comme, oui, on le fait, mais c'est toujours, on passe en dernier. Nos clients passent avant nous. Fait que là, ça traîne sur ma pile de choses à faire. Oh là là. Puis tu parles de projets, t'es passionné. Y en a-tu des projets que t'es moins penché à comme un immeuble de 12 logements, là, c'est toutes des 4,5, toutes pareilles. Est-ce que c'est des genres de projets qui vont t'intéresser ou... On va toujours trouver le côté positif des choses. Okay. C'est rare qu'on va faire des projets génériques. On fait pas de projets génériques. Par contre, on fait des projets plus simples. Ça, on en fait. On a des clients qui ils viennent nous voir parce que c'est un contexte plus compliqué, mais ils n'ont quand même pas le budget pour faire... c'est toujours une question de budget. C'est toujours une question de budget. Fait que, on essaie de faire du beau bon pas cher. Fait que des fois, on est capable, si on peut en faire du modulaire générique, quelque chose qui se répète. On a 2 projets en ce moment qui se portent bien à ça. Dont lui, qu'on s'en va en consultation publique dans 2 semaines, je crois, là. Mais dépendamment quand est-ce que le podcast va sortir. Là. Mais c'est un projet où on veut convaincre la ville. Mais la ville est déjà convaincue, il faut convaincre les citoyens que l'habitation peut aller là.
Puis c'est un projet aussi qu'on veut essayer avec du modulaire. Fait que, dans le fond, là, il y a c'est générique. Fait que là, c'est repeat. Fait que le défi intellectuel de l'architecte, c'est pas la création de l'espace en soi, parce que c'est un module qu'on va répéter 100 fois. Ouais. Mais c'est l'assemblage de tout ça, le côté innovation, de dire on fait un 6 étages en bois modulaire. Dans ce cas-ci, moi, ce qui est notre côté innovation qui vient nous chercher émotivement, c'est le corridor cyclable. Fait qu'on aurait techniquement un bike-in, bike-out du premier étage. Tu pourrais arriver en vélo. Fait que là, tu sais, un peu la philosophie d'arriver avec ton auto, pèse sa petite manette, rentrer dans un stationnement souterrain. Là, c'est l'inverse. Tu arrives en vélo, pèse sa petite manette, la porte d'entrée se rouvre. OK. Tu arrives dans l'ascenseur, montes au 6e, puis dans ton corridor, le corridor, il y a 15 pieds de large. Puis tu vas à ton appart. Puis dans l'appart, on a préparé des rangements à vélo pour ça. Ceux qui ont les vélos de carbone, tout ça. Tu es en train de travailler un projet comme ça? Ouais. Comme on voit dans les films, là, tu sais, ils arrivent avec une grosse porte, là, puis Ouais. ils peuvent rentrer. Mais c'est c'est comme la tour Porsche à Miami. Là. Ouais. Le monde arrive avec leur Porsche à leur appartement. Nous, c'est pas une Porsche, mais si, mettons, un Pinarello, ça peut être un S-Works, on imagine les vélos de gamme, mais le but, c'est d'avoir le côté mobilité, mais on parle de vélo, mais ça peut être la trottinette, ça peut être le quadripoteur aussi. Souvent, on pense que la mobilité, c'est soit l'auto, le transport en commun ou le vélo, ou à pied, mais il commence à avoir un éventail de moyens de déplacement. Fait que, on travaille, bien encore là, on travaille sur ce projet-là parce que ce projet-là, c'était une longue barre de 500-600 pieds long. Puis pas large, pas profond. Fait qu'on ne pouvait pas faire un corridor commun qui desservait des logements de chaque côté. Fait que, selon notre contexte, on pouvait faire juste des logements d'un côté. Puis il y avait un résiduel qu'on pouvait faire avec des corridors. Puis, le logement, après 35-36 pieds de profond, ça n'a plus à rien, le 40-45 pieds. Il n'y a juste plus d'intérêt pour ça parce qu'il n'y a plus de lumière. Puis c'est pas optimal au niveau quand vous allez faire vos calculs de 4,5 de 1800 pieds carrés. On dit ça ne marche pas, Guillaume, ça coûte trop cher. Puis il y a un plafond max. Fait que là, on s'est dit, le corridor, là, on va le faire plus large. Il va y avoir comme le petit trottoir qui est le corridor piéton, avec les 2 voies cyclables qui vont être pour la mobilité. Justement, tu parlais de coût tantôt, puis ça revient souvent à ça quand on fait des proformas pour les clients. Il faut que le coût de construction puis le financement fonctionnent ensemble. Quand on arrive avec un espace comme ça, est-ce que les proformas font du sens pareil versus les coûts de construction? C'est à voir, parce qu'on n'a pas encore sorti les études finales, là, mais dans un contexte comme ça, le corridor, il va avoir 5 pieds, il va avoir 15 pieds. Fait que, tous les murs sont là, il y a les 2 petits bouts qui sont un peu plus longs, mais lui qui est le plus long à construire, il est déjà construit. Qu'on le fasse pour un corridor de 5 pieds ou qu'on le fasse pour un corridor de 15 pieds, il est déjà là. Puis il y a le petit bout, les 2 extrémités qui sont plus longues. Par contre, c'est sûr que les clients, ils nous donnent plus un feu vert pour ces genres d'essais-là quand on a un programme de subvention qui est attaché à ça. Là, on a un programme avec la Ville de Québec. Ils ont fait 2 appels d'offres. Là. On a gagné la première... pas nous, là, plusieurs projets qui ont gagné l'appel d'offres sur la mobilité. Nous, je pense qu'il y a 3 ou 5 critères. Il faut que tu en prennes faut que tu en prennes 3 sur 5. Je ne me rappelle plus des conditions. Là. Mais nous, on est allé pour la mobilité. Fait que, ils veulent encourager la mobilité. Fait qu'on a pris cet aspect-là. Le côté R&D du modulaire. Fait que, il y a ça. Le côté bois, développement durable. Il y a un autre côté social dans ce projet-là, on ne l'a pas pris. Dans un autre projet, on l'a inséré. Puis il y a comme 4-5 critères. Fait que là, on a eu à respecter ou pour être admissible. Puis après ça, c'est un concours. Fait que c'est les meilleurs projets. Il y a une sélection qui se fait par la Ville. On a été choisi pour ça. Je pense, entre autres, à cause du corridor cyclable puis de côté mobilité. C'est sûr que c'est un projet à Limoilou aussi. C'est pas un projet à Val-Bélair. Je veux rien enlever à Val-Bélair, mais chaque projet a son esprit, son concept associé à son secteur aussi. Là. Ce projet-là n'aurait pas marché nécessairement à Val-Bélair parce qu'il n'y a pas tant de mobilité active par rapport à Limoilou, parce que c'est super connecté partout. C'est comme une pierre angulaire, autant transport actif, transport commun, autoroute. Moi, j'adore Limoilou parce que je peux aller en ski, ça me prend 12 minutes. Je peux aller en vélo, ça me prend 30 secondes. Je peux aller en autobus au festival. J'ai toutes les options possibles. C'est ça, la mobilité. C'est ça qui est le fun. Ouais. Je rebondis un peu sur la question à Mira, Guillaume. Si je t'appelle pour un 12 logements rectangulaire à Val-Bélair, j'ai pas d'enjeu, j'ai pas de voisins, j'ai pas de vue. Un peu comme à Sainte-Catherine. Je veux juste des plans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? C'est souvent des projets qu'on n'aura pas parce qu'on va être plus cher, malheureusement. Okay. On a un minimum de services à offrir. Puis souvent, nos compétiteurs qui vont faire ça, puis je n'enlève rien à nos compétiteurs qui le font, ils sont capables. Non, c'est ça, mais ils sont capables de récupérer un plan, puis pas vendre un générique, mais ils vont vendre un modèle peut-être ou adapter un modèle. Nous, on fait pas ça. Fait que, tous nos projets sont tellement compliqués qu'ils sont tous uniques. Fait que, je peux pas rentrer, puis je peux pas être compétitif financièrement contre des autres bureaux qui vont faire des repeats. Puis, je dis pas que c'est pas correct, je dis qu'eux, ça leur va. Nous, on s'est dit, nous, à un moment donné, il faut choisir dans quoi qu'on veut spécialiser. Nous, on est dans l'unique, dans le complexe, en ville. Puis, ces architectes-là qui font le générique peuvent faire aussi ce qu'on fait. Mais c'est juste que nous, à un moment donné, il faut choisir. On n'est pas une grosse équipe, on est 13, là, fait qu'on peut pas toutes les faire. Tu considères que c'est une petite équipe, 13? Si je compare, mettons, à les STGM de ce monde, les Lemay, on a peut-être une moyenne équipe. Une petite équipe, c'est peut-être 5-6. Je suis peut-être plus petit, mais là, on est rendu 13. Mais c'est moyenne. J'ai des amis qui sont rendus à 20, 30.
Ça, c'est peut-être plus moyen, mais début moyen, fin petite, mettons, on peut dire ça. OK. Mais ça dépend de la complexité, ça dépend de l'intérêt, mais souvent, là, ce que le bas blesse, c'est qu'on va pas être on sera pas compétitif au nouveau prix. Au niveau conceptuel, on va être capable, mais on va être 2 fois plus cher. Parce qu'ici, on a un standard de service qu'on va vouloir offrir. On veut absolument faire la surveillance de chantier. On essaie de sensibiliser les gens à ça, parce que souvent, le 12 aussi, c'est moins des gros entrepreneurs, promoteurs qui sont guéris. Les gros entrepreneurs leur vendent tes services de surveillance de chantier puis de dessin d'atelier, ils sont habitués, ils veulent ça, parce qu'ils veulent s'enlever la responsabilité, ils veulent te leur filer. Fait que, on n'a pas besoin de les convaincre. Puis souvent, dans un gros projet de 20, 30, 40 millions, une mise en horaire, c'est des peanuts par rapport au projet. Versus dans le 12, où, là, vous le savez, les projets sont plus difficilement finançables, plus difficilement rentables, parce qu'on est pas loin du coût de construction et quasiment pareil ou même au-dessus du coût de financement. Fait que là, il essaie de les gratter partout. Fait que là, il faut vraiment justifier le pourquoi on est là. OK. Parlons un petit peu d'APH Select. Financement, qui est notre dada, Amira et moi. Avoir des points éco-énergétiques. Dans l'APH Select, il y a 3 axes. On le disait, bon, je pense qu'on le sait un petit peu dans le marché. Il y a l'abordabilité, il y a l'éco-énergétique, puis il y a l'accessibilité. On va laisser tomber de côté l'abordabilité pour la discussion d'aujourd'hui. Parlons d'éco-énergétique. C'est-tu facile dans la construction neuve avoir des points éco-énergétiques? Je dirais que la plupart du temps, on le voit quand même assez facilement. Tu sais, le 20 tu as 20-40, le 20 relativement facile. Souvent, ce qu'on voit, là, puis je ne veux pas rentrer dans le gros technique, là, juste l'ajout de thermopompe performante, tu n'as même pas besoin de nécessairement changer ton enveloppe du bâtiment ou peux changer ton enveloppe du bâtiment pour y arriver. Fait que tu te dis, c'est des points faciles à aller chercher. C'est pour ça aussi qu'ils ont revisité, parce que le 40 ça en est facile dans les projets, mettons, 60, 70 unités. Là, tu étais capable de coupler des trucs énergétiques communs. Mettons, récupération de l'eau grise. Tu es capable d'aller chercher, puis là, tu as du volume pour que ça soit intéressant pour la machine en soi ou la technologie en soi. Là. Je pense à Régeno, entre autres. Là, c'était facile. Tu mets un Régeno, tu mets des thermopompes partout, puis tu mets des fenêtres tripes, puis... je ne veux pas vulgariser, mais tu allais quasiment chercher ton 40 comme ça. Là. Versus dans les plus petits, là, c'était plus difficile. Parce que... Est-ce que des fois, j'entends les lumières au LED, les robinetteries à faible débit? Ça, c'est quasiment rendu du standard. C'est du standard. Mais as-tu des points pareils avec ça? J'imagine que quand ils font leur modèle, parce que dans le fond, quand souvent, c'est pas nous qui le font, là, qui le fait, c'est plus des sous-traitants. Des compagnies qui font la performance. Ils vont faire le modèle énergétique. Fait que là, ils vont prendre le standard du code. Puis là, on va dire, nous, on fait ça. Puis souvent, LED, c'est de base. Ça coûte pas plus cher à le mettre. Puis c'est plus écologique, c'est plus performant. On règle ça. Même d'incandescent, l'ampoule telle quelle, il n'y en a plus vraiment. Là, ou de l'halogène, à part sur ta hotte de fan. Pas mal tout du LED. Là, fait que, c'est comme... À part au chalet. Là. Non, ou à chalet dans une vieille maison. Souvent, c'est le standard. C'est comme la peinture sans COV. C'est tout de la peinture sans COV, sauf peut-être de la peinture spécifique sur, mettons, de la peinture anti-rouille d'or. Mais c'est des affaires qui sont rendues de base. Fait que c'est plus dans la thermopompe, c'est plus peut-être dans le verre trip qu'on va aller chercher. Mais souvent, c'est quand même relativement facile à aller chercher. Moi, ce que je reproche, là, je veux pas que les promoteurs me tapent dessus après, là, c'est que c'est un modèle théorique sur papier. Mais on le teste jamais après. Je trouve ça niaiseux de dire le gouvernement nous prête beaucoup d'argent. Ben, il nous finance, nous fait le prêt. Mais dans le rapport du sous-traitant, ça va marquer performance énergétique selon une infiltrométrie XYZ, selon aussi ça. Moi, je suis capable de valider si c'est bien installé, si c'est installé. Ouais. Mais il faudrait que quelqu'un fasse le test d'infiltrométrie pour dire, hey, sur son rapport, il faut être à 2 changements d'air. Puis dans la réalité, on est-tu à 2 ou moins? Parce que moins que ce qui est prononcé, c'est encore mieux. Mais on est-tu à 3? Si on est à 3, on n'arrive pas aux 20 %. Ou si on est à 3, on arrive à quoi? Donne pas des idées. Je suis pas le seul. Les ingénieurs mécaniques sont déjà en train de le dire au gouvernement. Et puis je fais une parenthèse. Là, on tourne le podcast au mois de mai 2025. Parce que, je le dis, parce qu'il y a des rumeurs que la SHL changerait leur programme, peut-être énergétique, peut-être en PH Select. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est valide au mois de mai 2025. 2025. En mois de juin, on verra. On ne sait plus. On le sait pas, là. On est dans l'inconnu pour le moment. Mais je sais que ce qui se jasait aussi, c'était la façon de quantifier la performance aussi. Puis peut-être de dire, vu que c'était facile d'aller chercher 40, on va peut-être rendu à 60. Ils vont peut-être augmenter le seuil, puis ils vont peut-être vouloir le tester après. Mais je pense aussi que, pas la passe-passe, parce que ça fait comme un peu ratoureux de dire ça, mais la stratégie, c'était de dire ton logement médian, c'était toujours le 3,5, le moins le fun. Fait que je pense qu'ils vont adapter pour dire, écoute, tu as un ratio de 10 de 5,5, 20 de 3,5, 50 de 4,5, mais ton abordabilité, il faut que suive ton ratio de typologie aussi. Je pense que, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Tout le monde l'a soulevé dans la première version il y a peut-être 4-5 ans, je pense. Ouais, 2022, l'APH. Ils l'ont déjà soulevé. Fait que, ça, je pense,
personnellement, si on veut atteindre l'abordabilité, ça serait le fun aussi qu'on aille dans les typologies différentes. Je comprends que les promoteurs, c'est moins intéressant pour eux financièrement, mais tu sais, l'abordabilité, c'est pas juste Mais pour le célibataire ou Je le comprends, couple. je Non, comprends non. Guillaume, mais je te challenge un peu là-dessus, puis c'est une discussion qui est intéressante, mais si tu mets un 5,5 comme étant abordable à 1027, ça marchera plus, là. Mais là, il Au faut... niveau du financement. ce Ce c'est qui ça. va, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir adapter aussi le seuil. Tu sais, le C'est 1027 important. pour un 5,5 va peut-être être 1300. Tu sais. Exact. Je Oui. veux qu'on adapte les Exact. montants associés aux typologies, ça, je suis Ça, d'accord on avec toi. embarque. Parce que si on met un 5,5 abordable à Non. 1027, t'es à 1,23 du pied carré. Mais non, Tu là, vas pas, là. là, ce qui va arriver, c'est que les promoteurs vont juste plus faire de 5,5. Tu sais, on comprend que Ouais, il on va était. avoir une twist. Moi, le promoteur va venir voir, dit, je veux pas de 5,5, je suis pas capable de les financer. OK, on fait juste des 4,5. Fait que, tu sais, on va toujours s'adapter aux nouvelles réglementations, mais je pense aussi que la réglementation doit être plus souple pour les plus grandes unités avec un prix beaucoup plus haut aussi, parce que la réalité, ça coûte plus cher à construire. Fait que oui, il faut garder un prix médian peut-être intéressant, mais ou trouver une façon, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que souvent dans un 5,5, c'est une petite famille, ou en tout cas un couple. Ouais. Le loyer médian des locataires, c'est, on l'a dit, 1027, mais ça, c'est pour Une personne. Mais dans un 5,5, souvent, il y a deux Deux personnes, Ouais. deux Je salaires. sais pas de le mettre à 1000 à 2000 piastres, c'est pas ça que je dis, mais comme tu disais, peut-être à 1300 pour un 5,5, Ben, 1400. Juste adapter selon la réalité que les gens qui vont vivre là-dedans, c'est pas la même clientèle que dans le Exact. 3,5, là, tu sais. Fait Exact. que c'est de l'adapter. Puis je pense aussi qu'on va voir, là, avec la crise du logement, il faut être créatif. Tu sais, moi, je m'en rappelle quand j'étais à l'université, j'étais en colocation avec des boys. C'était le fun. J'appelle ça la typologie Friends. On commence à voir des maisons, ben pas des maisons de chambre, parce que ça fait comme entrée de gamme, mais tu sais, l'idée où ce que... Le co-living un Le peu. co-living, qu'on a. un peu comme ce que Rebelle fait beaucoup des Laurentides, sans nécessairement être du co-living, mais juste un appart plus grand, avec des chambres plus généreuses pour des gens qui sont capables de se payer ou qui veulent être en colocation parce que pour une période de 25 à 30, tu viens de sortir de l'école, tu es jeune professionnel, Exact. tu n'as pas acheté de quoi parce que tu sais pas si tu vas être encore à Québec, à Montréal, ou tu vas courir après des contrats à gauche et à droite, tu n'es pas encore avec une blonde stable, tu n'as pas d'enfant. Tu sais, cette tranche de population-là est quand même intéressante. Puis on le voit dans nos plus gros projets. Dans le projet du corridor cyclable, la cliente veut essayer de quoi? De louer à la chambre, mais pas la chambre étudiante, à la chambre professionnelle. Fait que, tu sais, on parle d'une petite cuisine, quelque chose de quand même haut de gamme, mais avec des espaces communs. Fait que pas la grosse cuisine dans chaque appartement du 3,5, mais tu sais, on va être dilué pour réduire le coût de la construction de ce 6,5-là, mettons, pour 4 chambres qui seraient louées individuellement. Là. Fait que, tu sais, on voit ça, ben, c'est pas nouveau, là, c'est juste qu'on va réémerger ces C'est trucs-là. intéressant, mais je pense que c'est nouveau pour Québec. Ah oui, Mais c'est ceux ça qui existe voyagent, ailleurs. on a parlé Ah oui. tantôt avant de tourner, tu as voyagé beaucoup. Ah oui. Ceux qui voyagent sont habitués à ça. Oui. J'ai habité en Suisse pendant 8 ans, je suis habitué à ça. Oui. Le pied carré coûte tellement cher que tu n'as pas le choix Oui. de faire des Dans la choses comme ça. hauteur. Non, non, il y a ça aussi. Puis même dans les municipalités, mettons, je pense que c'est Vienne, la ville est propriétaire de ses immeubles puis elle loue pour assurer l'abordabilité aussi. Là, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit Ok. pas ici nécessairement. Là, je dis Vienne, mais c'est sous toute réserve. Mais j'ai une ville en Europe qui est quand même chère, comme la Suisse, à vivre. Fait que où c'est les compagnies comme les banques, les employeurs qui achètent pour héberger leurs employés parce qu'ils sont pas capables d'arriver à vivre à proximité des lieux d'emploi. Là. Fait que ça, c'est un autre marché. Mais il y a aussi le fait qu'on parle de l'abordabilité pour les premiers propriétaires. Là. T'sais, nous, c'est comme on pense que c'est un droit acquis d'être devenir propriétaire d'une maison. En Europe, là, quelqu'un qui a 30 ans qui est propriétaire d'une maison, Il n'y en a pas C'est- beaucoup. il Là. n'y en a rare. pas beaucoup. Là. Non. Puis si oui, c'est parce qu'il vient d'une famille quand même De aisée. génération en De génération. génération en génération, Exact. tu sais, on arrive vers là. Puis même quand tu vois, mettons, j'ai Amsterdam en tête, là, c'est tout des bails amphithéatiques. Fait que t'es propriétaire de quelque chose juste pendant 5 ans. là. Tu sais, ça, c'est la réalité des grandes villes dans le monde. Puis on prend pour acquis que nous, c'est pas ça, mais éventuellement, ça va venir peut-être ça. Là. Je dis pas qu'il faut aller vers là, mais je dis juste que, tu sais, c'est la réalité que ça se peut que ça va être plus intéressant financièrement de placer ton argent que d'acheter une maison. Parce qu'avant, c'est l'inverse. On achetait une maison, c'était comme un placement. Mais peut-être que là, si tu fais des calculs, je suis pas mal sûr que des fois, c'était peut-être pas là, parce que depuis janvier, ça brasse pas mal sur le marché de la bourse, là, mais peut-être que ça va être plus intéressant de placer ton argent que d'acheter une maison puis de louer. Surtout si tu es pour faire des contrats de 2 ans à Montréal, après ça à Québec, ou avec le télétravail, tu dis, Ouais, quand tu je parlais déplaces. peut-être d'aller en Nouvelle-Zélande avec ma famille pour 1 an, là, mais tu sais, tu vas avoir cette flexibilité-là. Une hypothèque met un peu le bâton dans les roues, des fois. Là. Oui, effectivement. Guillaume, je te rappelle, avant que tu continues, Mira, je te ramène à l'APH Select. Parle-nous un peu de la bébite de l'accessibilité. Parce qu'on entend plein de choses sur le marché. On n'en fait pas beaucoup de financement avec des points accessibles dans le programme APH Select. Parle-nous de ce que tu sais, de ce que tu connais de cet axe-là. D'emblée, c'est qu'on est un peu paresseux, les humains. Fait que, tu sais, on va chercher de la façon la plus facile d'arriver à notre objectif. Puis, comme je disais tantôt en dehors des ondes, avec la performance énergétique et l'abordabilité du petit 3,5 qui se loue quasiment au même prix que la médiane, On score des points. on score les points, mais on va chercher un financement. Fait qu'on se casse pas la tête dans ce secteur-là. Parce que par la suite, tu sais, on n'a rien enlevé à la mobilité. Là. C'est juste que quand on arrive à faire des logements adaptés,
c'est quand même, on n'est plus capable d'être compact. Fait que là, c'est vous autres, après, qui allez chialer, hey, ton 4,5 1600, ça n'a pas d'allure. Ah, mais là, j'ai des rayons de gération. Puis, tu sais, ces personnes-là, ils ont besoin de plus d'espace pour circuler. Les salles de bain sont beaucoup plus grosses aussi. Est-ce que les cadres de porte doivent être plus grands, plus larges? Oui, mais ça, je pense que c'est pas grave. Parce que souvent, dans les projets, on va mettre des cadres de porte plus larges parce que c'est plus confortable. OK. C'est vraiment plus l'espace de circulation qui est quand même plus généreuse parce que ces gens-là, ils ont soit des chaises roulantes ou soit des chaises roulantes électriques qui sont plus grosses. Fait que, tu sais, les salles de bain, ils viennent démesurer. Là. Ben, pas démesurer, ils viennent plus grosses. On parle de dégagement sous les comptoirs. Fait que, tu sais, tout va être plus grand. Être plus bas. Plus bas aussi, les miroirs inclinés. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent avec ça. Pour ces gens-là qui sont pas à la même hauteur, tu sais, on comprend le concept. Fait que ça fait que ton 4,5, il va coûter quand même plus cher. Puis tu vas vouloir tu vas dire, eh bien, on va faire, mettons, de l'abordabilité avec de l'accessibilité. Mais là, l'abordabilité, ton 15% associé à un logement qui est plus grand coûte plus cher. Mais tu sais, c'est comme non instinctif pour les promoteurs versus l'autre, c'est facile. Tu sais. La performance énergétique, juste en mécanique, tu es capable d'en faire beaucoup. Puis tu sais, il n'y a rien qui nous oblige en ce moment de mettre des appartements climatisés. Mais avec une thermopompe, tu vas climatiser, tu vas louer plus cher parce que c'est plus confortable, mais en même temps, tu vas chercher tes points de performance énergétique. Fait que tu sais, pas de la paresse, mais c'est juste la facilité de dire, juste avec ça, on est capable d'avoir nos points. Puis c'est la routine, c'est de repeat business. Fait que on est capable. On a un peu, mais c'est pas la première demande de mes clients. On dirait que c'est toujours comment tu vas aller chercher tes points à PHTEC, abordabilité, performance énergétique. Avant, des fois, on hésitait entre abordable, un peu de performance ou 100% de la performance énergétique. Ouais. Dans les gros projets, c'était facile. C'était quand même simple d'aller chercher de la grosse performance. Puis pour le promoteur, mais il investit plus sur un bâtiment de meilleure qualité. Puis ils louent au plein prix. Fait que, c'était comme plus intéressant le 40 %. C'est pour ça que je pense qu'ils ont enlevé c'est maximum 50 points. Oui, c'est 50 points maximum. C'était 100 points avant le 19 juin. Ouais. L'année passée, là, ça a changé. Les gens se sont aperçus que c'était facile de l'obtenir. Ils ont revisé. Ben, nous, on avait... Parce qu'au début, les gens étaient là, mais non, ça va coûter bien trop cher, les projets, les coûts énergétiques. Mais nous, on avait fait un 6 logements 40 %, il coûtait quand même plus cher à faire. Mais là, après ça, quand on rentrait dans un 20-30 logements, avec des technologies de récupération communes ou de chauffage centralisé d'eau chaude, domestique. Tu parles de régionaux, entre autres? Régionaux ou d'un système de préchauffage d'eau avec une boucle continue. Mais là, vu que c'est une boucle continue d'eau chaude, tu n'as jamais le chauffe-eau qui chauffe, puis là, il attend que tu prennes de l'eau. Là, tout le monde combine le même chauffe-eau. Ben, c'est un gros chauffe-eau sur stéroïde, là. Mais tu étais quand même capable d'aller chercher beaucoup de performance rapidement avec des éléments mécaniques comme ça. Fait que le 40 % sur des projets plus gros un peu, c'était quand même, pas facile, mais c'était quand même pas trop compliqué. On va isoler plus, mettre des fenêtres, puis là, on y arrivait. Puis au final, le promoteur, il se ramasse avec un immeuble mieux construit, plus performant. Il est win-win, c'est quasiment toute la ligne. Exact. Ouais. Puis l'accessibilité, on parle d'ascenseur. Tout à l'heure, on en parlait là, avant de rentrer en ondes. Puis un ascenseur, c'est des frais là, supplémentaires. Aussi. Mais il y a aussi je me trompe pas, c'est obligatoire l'ascenseur pour avoir des points accessibles. Bien, ça dépend. Comme je dis, en dehors des ondes, j'en ai pas fait encore. J'ai l'impression qu'au niveau du code, mettons, tu peux faire un bâtiment sans ascenseur, mais si ton rez-de-chaussée est accessible, il faut que le rez-de-chaussée faut que tu puisses les corridors communs au complet. Puis là, je me dis, si on irait avec un projet avec les pointages d'accessibilité universelle, je ne sais pas si le rez-de-chaussée serait suffisant. Mettons qu'on fait un 4 étages, 40 logements, 10 logements par étage. Le ratio, on y arrive-tu juste avec le rez-de-chaussée ou avec une partie du rez-de-chaussée? Mais il y a aussi le fait que dans ma réalité à moi, mes clients font du 5-6 étages sur mes plus gros projets. J'en ai pas des tours de fait. Fait que quand on est dans le 4 étages et moins, on n'a pas besoin d'ascenseur. C'est parce que la Ville de Québec n'autorise pas les 10 étages? Ma clientèle, la Ville de Québec est comme plus... Ben, c'est pas nécessairement la Ville en soi, je te dirais. On l'a vu avec les frères Trudel sur l'îlot Dorchester. Dorchester? Oui, mais ça, c'est ça. En arrière de la fabrique. La Ville si la Ville le présentait au Conseil des quartiers, c'est parce que la Ville était un peu pauvre. Elle présente pas de quoi qu'elle veut pas. Fait que, elle doit adosser vers ça aussi. Mais je pense que c'est les citoyens aussi. Puis moi, je l'avais déjà proposé à la Ville de Québec, on devrait faire une carte, une maquette 3D qu'on expose au Grand Marché la fin de semaine, de tous les terrains, avec les gabarits actuels, puis les terrains vacants, le potentiel qui est permis en ce moment par le zonage, avec, mettons, une tour bleue, puis tout est blanc, là, juste pour que les gens commencent à s'y faire. Parce que, la densité en milieu urbain, elle vient au moins qu'un 6 étages. Minimum. Moi, je crois qu'avant de faire des tours de le phare, mettons, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de gabarits de 6 étages avant de faire la tour. La tour est une réponse à Hong Kong, à New York, parce que c'est toutes des tours autour. On s'entend. À Québec, on a beaucoup 3 étages et demi. C'est comme notre moyenne, je dirais. Là. Fait que, le 6 étages, on vient de doubler la densité. Fait que c'est déjà en partant une bonne idée. Fait que, je pense que c'est l'incompréhension de c'est quoi la densité, le missing middle, ou la douce densité, que les gens ils ont peur. Mais tu préfères un duplex à côté d'un terrain vacant,
à côté d'une maison, puis ils vont chialer parce qu'ils sont habitués d'avoir un terrain vacant à côté. Nous, on a fait un 6 logements, 3 étages et demi sur un terrain vacant, puis le monde autour chialait parce qu'ils avaient perdu leur vue, parce que c'était un terrain face à un parc. Mais c'est comme 100% dans le zonage, puis c'est comme, c'est sûr qu'un terrain vacant, il va éventuellement être construit. Il faut s'attendre à ça quand il y en a. Mais les gens ne sont pas prêts. Okay. Tu sais, puis on appelle ça du NIMBY. Les gens, quand c'est chez eux, là, tout à coup, t'as pas le droit de rien faire. Ils sont pas dans ma cour, hein? Pas dans ma cour. Le NIMBY, c'est not in my backyard. Fait que c'est pas dans ma cour. Désolé pour l'anglicisme. On veut du YIMBY. Yes, in my backyard. Fait que tu sais, c'est un courant qui est beaucoup à Portland, Seattle, qui ont commencé à faire des approches. C'est pour ça qu'on fait des ateliers de participation active pour tranquillement, pas vite, dire, hey, ça s'en vient. On veut vous consulter. Vous allez pouvoir amener d'input constructif, mais ça va se faire. Il y a un projet qui va se construire, là, tu sais. Est-ce que, toi qui es au courant de ce qui se construit un peu partout dans le monde, tu voyages et tout ça, quand tu amènes des idées comme ça à Québec, est-ce que tu passes pour un extraterrestre? Je suis déjà un extraterrestre à la base. Moi, je suis le bizarre en vélo, l'hiver comme été, avec une casquette tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai une personnalité un peu excentrique, je l'assume. Par contre, quand je vais vouloir amener une idée, une nouvelle idée, mais je me dis comment je vais pouvoir mieux vendre l'idée à la personne X, Y, Z ou le client. T'sais. Fait que c'est sûr que il faut qu'il y ait une opportunité, puis pour cette personne-là, il faut qu'il y ait une opportunité aussi. Fait que je me dis, dans un cas, OK, souvent dans les changements de zonage, mais là, la ville, il faut leur en donner un peu. Il faut trouver un projet qui est bon pour le promoteur, pour la ville, pour les citoyens. Fait que là, dans ces moments-là, on a une belle opportunité. On a un autre projet qu'on travaille en amendement de zonage, mais là, on a misé beaucoup sur le côté social puis communautaire, des services qui vont être offerts dans ce projet-là. Encore une fois, pour le volet là, des subventions de la ville. Fait que là, on a amené des précédents qu'on avait vus partout qu'on avait voyagé. On fait des voyages d'équipe aussi. Fait que on a dit, hey, ça, on pourrait essayer de faire des ateliers de jardinage commun, des ateliers, une cuisine commune dans des espaces communs pour un projet de quand même 100 quelques unités. Fait que tu dis, là, on va le rentabiliser. On ne l'aurait pas fait pour un 12, là, non. Mais là, on va vouloir le pousser, mais on va l'amener avec des précédents. Le corridor cyclable, c'est quelque chose que moi, j'ai vu en Amsterdam. Ça fait 20 ans que j'étais allé à Amsterdam la première fois. Il est resté dans ta tête. Ah non, moi, je capotais. C'était comme tu te promènes en vélo, tu étais dans le trafic, c'était le fun. On était retourné avec l'équipe, je pense, le décembre avant la pandémie. Puis encore une fois, c'est comme ça a bien vieilli, puis c'est encore plus utilisé. Fait que c'est sûr que moi, j'y crois, j'ai vu ce que ça marchait. Dans un climat qui est peut-être pas comme le nôtre, mais qui est quand même pas gros soleil comme Miami à l'année. Là, fait que tu dis, il y a du monde qui se font... Je me rappelle d'une vidéo, le premier ministre néerlandais avait donné sa démission, puis tu as le petit vidéo où il s'en va en vélo. Le Parlement parque son bike, va donner sa démission, puis on repart en vélo. C'est quand même le premier ministre. Là. Ben, c'est tellement culturel, c'est tellement... mode de vie. Ben, ils sont nés comme ça. Là. Comme nous, on joue au hockey, ils font du vélo comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, on va l'amener, mais là, tu sais, j'ai attendu d'avoir un projet spécifique qui était bien adapté pour ça aussi. C'était une longue barre. Fait que, tu sais, c'est long le corridor. En fait, là, tu dis, c'est parfait, on peut se déplacer en trottinette, en vélo. Fait que, là, ça a marché. Le client était comme, bah, écoute, un corridor de 15 pieds ou un corridor de 5 pieds, si ça marche pas, il va jouer de gros le corridor. Il n'y avait pas beaucoup d'implications financières. C'était pas un risque. Fait que là, on va l'essayer comme ça. On avait un autre projet aussi qui est en diagonale de ce projet-là, mais c'est un 6 étages. Puis là, on avait le droit de ne pas faire de stationnement. Puis là, on parle d'il y a 2 ans, quand la ville commençait à dire, on enlève-tu le règlement minimum de stationnement. Moi, ça fait longtemps que j'y crois, que je me dis, laissons les promoteurs gérer leurs besoins. Tu y crois, Guillaume? Bien, ça dépend où encore. J'ai fait un projet avec le même client. Là, j'ai dit, on peut faire 0,5 par logement, mais là, on va faire 1. Là. On est sur Racine, Valcartier. C'est 1 par logement minimum, c'est pas 1,25 ou 1,5. Mais le projet dans les Moilous, je suis comme, on vise une clientèle étudiante. Le cégep, il était à 500 mètres, même pas. Puis finalement, il était 100% loué, pas de stationnement. Puis il y a aussi le coût du stationnement dans ce cas-là était réel. Là, on faisait un 9 cases. Fait qu'il y a des coûts quand même astronomiques pour 9 cases. Fait que la case que... Tu viens enlever un logement... c'est tout souterrain. Dans ce cas-ci, c'était tout souterrain. C'est juste le coût de la rampe d'accès chauffé. Puis pour 9 cases. Et on a fait un autre projet sur Chemin Saint-Louis avec le promoteur. Il voulait des stationnements. On les a fait. Après le coup, on s'est assis. On dit, aïe, le projet, on aurait dû faire un projet moins grand. Là, c'est un 12. Dans ce cas-là, on aurait dû faire un 10 avec du stationnement extérieur. Parce que le stationnement souterrain a coûté tellement la palette. Puis il n'a pas été super intéressant. Puis je pense que le client en soi, il fait comme, ouais, c'était peut-être pas le meilleur des choix, mais on apprend au fur et à mesure. Puis le ratio, en bas de 10-12 stationnements, là, il y a beaucoup d'efforts pour se rendre. Versus, après ça, si on fait d'autres projets, quand tu disais, mettons l'ancien sauveur, tu n'as pas de ruelle. Bien là, les 2 stationnements en façade sur ton 8 logements, ils font excessivement mal. Versus 2 logements de plus. Oui, c'est ça. Fait que, dépendamment du contexte, c'est sûr que le 5-6 logements dans l'ancien sauveur avec 2 cases, mais j'aurais pu en faire 7 ou 8 dans un quartier qui est quand même bien desservi, comme une auto, monde vivre de quartier. C'est un quartier aussi qui aime bien sa mobilité active. Je me dis, là, j'y crois plus. C'est sûr que Val-Bélair, même Sainte-Foy, tu dis quand même plus le tout à l'auto. Fait que là, c'est plus difficile d'arriver avec un projet sans stationnement, ou du moins,
au moins 1,5. Là, Parce que je verrais pas Stoneham, pas de stationnement. non, c'est impossible. Mais non. Puis même moi, je reste en ville, une famille de 5, j'ai un auto parce que la journée que moi, je vais aller porter les enfants à la pluie comme un matin, ne me dérange pas. Ma blonde, elle va y aller en auto. La réalité, c'est qu'on a besoin d'auto l'épicerie aussi quand je fais l'épicerie, la grosse épicerie avant d'aller au chalet. Là. C'est C'est nécessaire. 8 sacs, c'est sûr que non. J'ai croisé un collègue qui, lui, il fait tout en vélo, mais je pense qu'il a moins d'enfants que moi. Mais là, il était avec son petit trailer, je suis comme, ouais, je le faisais dans le temps, mais là, on est rendu 5, puis là, on s'en va au chalet, fait qu'on fait une épicerie pour 3 jours avec des sûr. invités. Je suis comme, je peux pas, ça rentre même pas dans le coffre de char. Imagine-moi traîner ça. Les enfants sont déjà coincés. Et ils ont des sacs d'épicerie qui leur tombent par la tête, la boîte, tout les remplit. Fait tu sais, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Il y a aussi le fait que je suis un gros skieur, puis je fais du vélo, vélo montagne. Fait tu sais, j'ai besoin de l'auto. Je le prends-tu à tous les jours? Non. J'ai-tu l'opportunité de prendre, là, comme là, je suis venu en vélo ici. Des fois, je vais avec mon vélo au bureau. Des fois, je vais en auto. Des fois, je vais en autobus. Tu sais, j'ai juste le choix. Je me sens pas poigné avec une unité. Quand je suis parti ce matin, le trafic était poigné. Il y avait un accident, pas en face de chez nous, mais pas loin. Là, je voyais les chars. Puis là, j'étais avec mon gars, qui a sa journée mobilité à Stadaconi, qui était en vélo. Mon ado qui s'en allait à Cardiroy en à vélo. Ah oui. Fait que là, je suis comme, hey, on est quand même pas dans la merde parce qu'on va tout arriver à l'heure. Puis là, tu voyais tout le monde. T'sais, évidemment, quand t'es pas dans le trafic, t'aimes pas ça. Là, on pédalait. Bon, il pleuvait pas. Mon ado, il chialait au début. Ah, il mouille. Je suis comme, non, il mouille pas. Mais c'est juste très drôle. Puis il y avait d'autres parents avec des vélos. Fait que là, c'est quand même le fun par rapport à ça. Mais au moins, on a le choix. Ouais. J'aimerais ça connaître un petit peu les délais à partir. Je sais pas je pense qu'on ne l'a pas soulevé. Le client t'appelle, puis il peut compter sur combien de délais à peu près pour voir son projet, là? Est-ce qu'on parle d'un projet 100% conforme ou un projet, on va en amendement de zonage, mettons? Quelque chose de simple, là, ou... Simple, ça dépend, encore une fois, de l'horaire de l'équipe. Mais Oui. tu sais, mettons, quand on commence, dépendamment, tu viens me voir, puis là, on peut commencer dans un mois, ça dépend des saisons, puis ça dépend des projets. Mais tu sais, mettons qu'on commence, puis que le client est quand même actif dans le sens des réponses. Puis il y a aussi, on va séparer le client pour sa maison personnelle, parce que ça, c'est émotif. Il y a des chicanes de couple qui viennent avec ça. J'ai un taux psychologue pour ces clients-là. Puis le client promoteur, il veut faire un projet. Ouais, Fait c'est que, il n'est pas attaché émotivement à son projet. Fait que souvent, il est moins dans le détail, puis il est plus dans, OK, je te fais Pas dans confiance. l'émotion. C'est ça. Fait que, mettons, on comprend ce client-là. On commence une esquisse, puis un gabarit de projet, mettons 0-20 logements, là, parce que plus il est gros aussi, plus c'est complexe. Puis, tu sais, en haut de 20, souvent, je ne veux pas dire que c'est pas le fun d'avoir des ingénieurs, mais quand il va y avoir un ingénieur en structure d'impliquer, il y a de la coordination, ça va ajouter un petit peu de délai. Là. Mais on reste dans un beau bon pas cher, 20 logements et moins. D'après moi, en 6 semaines, on a sorti une esquisse, puis on est un plan pour permis, là, ça devrait bien aller. Là, Okay. Puis, de quoi de pas complexe. si j'ai compris, s'il y a un amendement de zonage, tu peux t'en occuper? Moi, j'adore ça. C'est rendu comme... je me suis dirigé vers ça parce que, tu sais, comme je te dis, j'aime ça, aller vendre le projet parce que j'y crois. C'est sûr que si tu me demandes de faire passer une tour à côté des maisons puis j'y crois pas, je vais te le dire. Je vais te dire, engage-moi pas parce que ma face va le dire à tout le monde que c'est pas un bon projet. Mais, tu sais, si je crois au projet puis que tu embarques dans le comment qu'on va le vendre puis que, tu sais, moi, je prends pour acquis que tu engages les professionnels, c'est pour les écouter. Je comprends que tu as ton input, ça va. Mais, tu sais, si on a la vision commune de faire de quoi, tassez-vous de là. Si tu me dis que mon projet est pas bon, puis t'as pas d'argument, bien pas que je vais te décréditer, mais je vais bien te le vendre, je vais vraiment te le montrer pourquoi il faut faire ce projet-là à cet endroit-là. J'aime ce défi-là. Ça, c'est le fun. Mais il y a aussi le fait que je trouve que le zonage, c'est un outil urbaniste pour dire, bien, rapidement, on peut donner des grandes lignes partout. Mais chaque projet est unique. Fait que, un amendement au zonage, c'est que tu fais un projet unique sur un site unique. Fait que, le côté architecture, je trouve qu'il est plus travaillé parce que là, tu adaptes ton projet 100% pour ce site-là et non pour un produit générique. T'sais, la SCHL a récemment sorti des plans génériques qu'ils vont vendre un peu comme l'après-guerre. Ils ont sorti des quadruplex pour Ottawa, Gatineau. Il y en a d'autres pour l'Alberta. Ils ont sorti des plans génériques faits par des architectes pour accélérer la construction. Je comprends l'idée mais dans un contexte comme le centre-ville de Québec, il n'y a pas un projet qui peut passer. La brique balle. Est-ce que c'est juste du 4 et moins? Parce que j'ai jamais entendu pour un 12 logements. Non, j'ai vu des 8. De mémoire, j'ai vu des 8. Des plex. Ouais. C'est peut-être pas des 20 logements et plus, mais on parle du gabarit quasiment jusqu'à 8. Peut-être qu'il faudrait vérifier. C'est peut-être juste des 4 logements et moins, mais il me semble qu'il y a un 4, 5, 6, 8 logements. C'est sûr qu'il y a 2, 4 collés, ça fait un 8. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être que c'est le 2, 4 puis l'ensemble fait que c'est un jumelé de 4, 4. Là, mais de mémoire, là, il y a quand même du gabarit moyen. Là, je m'en rappelle parce que quand on l'a regardé, j'étais comme un peu fâché. C'est comme un compétiteur financé par l'État. Fait que j'étais comme la compétition déloyale. Mais au final, je me suis dit, on peut pas prendre ce projet-là et l'insérer nulle part au Québec, sauf dans des secteurs où il y a des terrains vacants avec des marges de 1, 2, 3, 4 mètres où ce que t'es pas collé. Là, tu peux le faire. Là, mais tu vois qu'il essaie de trouver des moyens d'aller plus vite. Mais il y a aussi le fait que, moi, si tu veux aller plus vite, enlève un peu de règlement. Peut-être que ça va nous aider aussi. Il y a une complexité qui vient avec tu me parlais de comment ça prend de temps. Ouais. Moi, je suis capable de dire notre temps, nous, ça prend 6-8 semaines, mettons, la complexité. Ta job à faire. Quand ça part à la ville,
Tu sais, ça dépend c'est quand. C'est-tu pendant les vacances de Noël, c'est-tu pendant les vacances d'été? Tu sais, ça vient que ça va s'allonger. Puis, tu sais, tout le monde a le droit des vacances. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de vacances puis qu'ils travaillent pas bien. Je dis qu'ils travaillent bien, c'est juste que, tu sais, ce délai-là, on le contrôle pas. Fait que, tu sais, ça aussi, ça peut être long. Puis, des fois, tu as des instances. Mettons que tu as un projet à démolir. Là, si on n'avait pas de projet à démolir, ça va vite. Si tu as un projet à démolir, après incendie, mais qui était patrimonial avant, il faut quand même aller au comité de démolition, même s'il était incendié, même si... Tu sais, fait que, il y a tous ces délais-là qui s'accumulent, qui fait que ça peut être un peu plus long. Là. On a travaillé un projet en ce moment avec un de vos anciens podcasteurs, mais tu sais, c'est un vieux garage. Puis là, on veut juste augmenter le zonage à 8 logements. Tu sais, c'est pas faire une tour. Là. Tu sais, ça s'insère dans le projet, ça s'insère dans le gabarit. De mémoire, on a déposé ça au mois de décembre, novembre, après. Puis là, on fait un amendement de zonage, consultation active. Là, les urbanistes à la ville, il faut préparer un nouveau zonage pour la grille au complet. Puis il faut comprendre aussi que quand on fait un amendement de zonage, c'est pas notre terrain seulement, ça va affecter les voisins. Fait que, il faut que la ville analyse les impacts que ça va avoir sur les voisins aussi. Y a-t-il un coup d'opportunité de dire on le fait là parce qu'il y a 3-4 terrains de vacants? Fait que, tant qu'à faire la job une fois, mais on va prévoir pour les 3-4 autres terrains. La ville, tant qu'à faire l'effort, ils ont, comme n'importe quelle entreprise, ils ont des ressources, puis ils n'ont pas des ressources à l'infini. Fait qu'ils vont dire on va concentrer notre équipe là-dessus parce qu'il y a un coup d'opportunité de faire un règlement pour 3-4 terrains. C'est sûr que c'est intéressant aussi. Puis après ça, faire un règlement pour 2 logements de plus ou un projet de 150. Là, on a vu récemment le J'expert avec un consortium proposer un projet sur Conway. Là, je pointe ici, là, mais Conway, c'est... On a vu quelque chose. Hein? Ben, c'est un 6 étages. C'est un coup d'opportunité pour la ville de dire c'est un gros terrain. Puis là, il y a un réel intérêt de la ville de dire ben là, on passe, je sais pas, peut-être un 12 logements, un 100 quelques, ça vaut la peine. Notre terrain est la même affaire. Une bonne différence. Il y a un gain pour la ville aussi dans ça, là, de pour dire on va accorder des ressources. Ben, pas nécessairement pour les taxes, je te dirais. Ben, ça, c'est toujours ça, mais je veux dire, tant qu'à avoir 5 employés qui vont travailler sur un amendement de zonage qui va créer 5 logements, on met cette même équipe-là à faire le 100 logements. Il y a un coût d'opportunité pour la ville de dire c'est plus intéressant pour la ville puis les citoyens de faire ce projet-là que le plus petit. Je comprends. Avant de conclure, j'ai peut-être une dernière question. C'est quoi ton ou tes conseils que tu donnerais aux promoteurs? Tu as souvent vu des erreurs en cours de route que les gens viennent te voir avec un projet. C'est quoi qu'il faudrait éviter en tant que promoteur avant de venir te voir? Ça dépend quel contexte aussi. Ben, prendre pour acquis que tout s'est démoli. Ça, c'est, en ce moment, avec le nouveau règlement de démolition à la Ville de Québec, je te dirais, là, c'est prendre pour acquis que tout s'est démoli. Des fois, c'est pas vrai. Là, fait, il y a ça. Mais exemple, acheter un terrain avant de venir te voir pourrait être une erreur? Ben, moi, je pense que oui, parce que peut-être que tu as fait une offre d'achat trop élevée. Dans le sens que tu pensais faire un 8 parce que le zonage te disait 8. Puis là, moi, j'arrive, je dis, hey, physiquement, ben, ça dépend de quel promoteur. Les promoteurs qui sont capables de faire leur petite étude de marché, ils vont être capables de dire, OK, c'est zoné 8, mais il en rentre juste 6 physiquement. Mais tu sais, j'en ai déjà eu qui sont arrivés, j'ai payé le prix pour un 8. Puis physiquement, il en rentrait juste 6 parce qu'il y avait les ratios des grands logements. Je suis comme, ton terrain, tu as payé trop cher. Puis là, dans un 6-8 logements, et ça marche plus le projet, là, dans le sens qu'il y a trop à gagner avec le coût d'achat. C'est là que tu vas faire ton argent, j'ai l'impression. Sur le terrain. Fait que si tu l'as acheté trop cher, ta partie profit, elle passe là. Fait que quand c'est ton premier projet puis tu es autoconstructeur, peut-être que tu vas t'en sortir. Mais si tu es juste promoteur, quand tout le monde va commencer à t'envoyer les factures, ça ne marchera plus. Là, fait qu'il y a ça. Il y a aussi le faire, vous écoutez-vous, mais aussi, moi, j'ai une job subjective. Je fais des plans. Moi, je me signe souvent avec des financiers qu'un 4,5 va se louer tant du pied carré. Je suis comme, oui, mais moi, mon 4,5, il est traversant. Il y a quelque chose de non tangible dans l'analyse que j'appelle le fichier Excel ou dans les données qui fait que le 4,5 standard corridor commun, moi, personnellement, va se louer moins cher que le 4,5 qui est traversant, qui a un accès direct dehors, dans le sens que la personne va pouvoir se l'approprier plus. Personnellement, je serais prêt à payer plus cher pour un appart comme ça. Là, on n'a pas les stats, puis là, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, des fois, je vous dirais, faut, oui, suivre le proforma. Ça, c'est sûr, parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Mais par contre, il faut avoir une attitude de dire, le proforma est là pour nous guider les grandes lignes, mais après ça, il faut s'adapter à une réalité X, Y, Z sur un terrain. Puis de ne pas comparer son 12 dans le centre-ville puis son 12 à Val-Bélair, dans le sens que, tu sais, c'est deux contextes différents. Il y en a un qui va être plus cher à construire, il va être moins payant, mais tu sais, c'est deux contextes différents aussi, là, tu sais. J'ai des promoteurs qui viennent nous voir et disent, hey, on fait plusieurs projets ensemble, puis là, ils comparent toujours avec les projets précédents. Je suis comme, pas la même affaire. Ça, c'est un bâtiment rectangulaire, ça, c'est un H. T'sais, lui, il y a plus d'enveloppe versus le volume d'air que t'as. Fait que, il faut toujours comparer des pommes avec des pommes. Fait que, de faire attention quand on fait des comparables par rapport à une typologie, par rapport à un nombre de logements. Il faut se garder une petite zone grise de dire, OK, ça, c'est un 12, ça devrait coûter à peu près le même prix. Mais lui, il est différent de telle manière, fait que je vais bonifier mon enveloppe budgétaire pour le revêtement extérieur. Ou je vais réduire, parce que là, dans ce 12-là, il y a un ascenseur, dans ce 12-là, il n'y a pas d'ascenseur. Fait que là, tu viens de sauver des sous là. Fait que, de mettre un petit peu de nuance quand on reçoit nos analyses puis nos études de marché pour adapter à la réalité d'un projet précis. Sauf si on fait un développement générique. Parce que je me fais souvent te poser la question, puis je ne suis pas un gars de construction, je suis un gars de finance, mais les clients m'appellent en disant « j'ai un 12 logements, combien ça coûte au pied carré construire? As-tu une règle du pouce? » Il n'y en a pas vraiment de règle du pouce, hein?
On en a, mais nous, on se base toujours sur nos derniers qu'on a construits. Mais encore là, on les adapte. Dans le sens que mon 12 en forme de L, en bâton de hockey ou un carré rectangulaire, le carré rectangulaire est beaucoup plus économique à construire que le L. Ou le L avec 2 façades principales parce que tu es sur un coin de rue. Fait que, le 12 sur coin de rue versus le 12 pas sur coin de rue, ça a l'air niaiseux, mais juste en revêtement extérieur, pas la même affaire. En fenêtre aussi, parce que si tu as un coin de rue, tu as des plus grandes fenêtres versus si tu as un projet qui est mitoyen entre 2 bâtiments, puis tu as 2 murs aveugles. Ça, c'est super performant énergétiquement, c'est super performant au niveau du budget parce qu'il n'y a pas de fenêtre sur ces murs-là. Puis souvent, c'est des murs opaques, fait que c'est facile à construire, rapide, versus celui qui est en coin de rue ou lui qui fait un lot complet qui a 4 façades, mettons. On en avait un projet qui faisait Saint-Vallier, rue Saint-Bernard. Puis c'était une cour intérieure, fait qu'il y avait littéralement 4 façades principales. Et quand on a comparé ce 6-là avec l'autre 6, il était pas le fun. Là. Parce que tu regardais, puis j'étais comme, je comprends. Mais là, après ça, je vais dire au client, bien, si on faisait pas ça, on en rentrait juste 4. Fait que là, OK, vu qu'on en rentre 2. Mais là, c'est de l'analyse de dire, ça vaut-tu la peine de faire le 6, sachant qu'il va coûter plus cher? Des fois, j'en ai analysé hier avec un client. On a un potentiel, moi, je trouve, de faire 6 étages. Mais là, on en regarde le plus valide d'aller chercher 2 étages de plus. Ça nous rajoute 18 logements. Puis là, on faisait des ratios et on avait un proforma. Ce qui est le fun dans ce projet, c'est que l'entrepreneur est déjà là. Puis lui, il analyse les proformas. Puis on le regarde. Mais tu sais, rapidement, on a vu qu'entre faire un 20 et un 24, c'est plus payant un 20. Sur le rapport de retour sur investissement sur 5 ans, il y a plein de thèmes que vous connaissez, que moi, je regardais dans le fichier Excel. J'ai dit, oh mon Dieu, le ci, le ça, OK, l'autocotisation. Je comprends les grandes lignes, mais tu sais, rapidement, à cause du 20 versus le 24, le 20 était plus payant. Mais c'était contre-intuitif dans ma tête à moi. Le 24 était plus payant. Mais le 24, on tombait à 3 logements abordables. Fait que là j'étais comme, ben oui, mais si notre logement, on le fait pour qu'il soit abordable ou pas abordable, il soit à ce prix-là pareil, il ne nous affectait pas tant. Fait que là, on trouvait des stratégies, on va réduire. Puis là, finalement, la conclusion, c'est que les grands logements étaient trop grands. Fait qu'on va peut-être couper un 150-200 pieds carrés. On va peut-être pas faire les grands logements dépendant du ratio. On va peut-être pas faire les 2 étages de plus. Fait que tu sais, on optimisait, mais là, on avait une équipe. On avait un client avec un besoin. On avait un entrepreneur avec un gros bagage. Moi, avec le côté, OK, subjectif, ça pour la ville, stratégie, comment on fait le passer, si on va en amendement zonage, comment on va le vendre. Là, c'est une belle équipe, c'est une belle chimie, là. Ouais. J'arrive en retard à la garderie. Tu vois à long terme aussi. Ouais. Parce que sur le coup, là, il fait comme, OK, ouais. Non, mais il y a aussi ça coûte le fait. plus cher, mais c'est il ça. faut qu'il y ait une vision à long terme. Ben, c'est toujours aussi je donne l'exemple de mon propre chalet locatif. Il a coûté plus cher parce qu'on l'a construit pendant la pandémie. Vraiment mauvaise idée. Mais tu sais, là, on a fait faire la même chose. nous, on l'a fait, malheureusement. Mais tu sais, on était avec, là, j'étais avec des associés là-dedans. On le regarde et dit, ouais, là, on a refinancé, on a repoté de l'argent dedans. Puis on dit, Colin, c'était pas un coup de circuit. Versus, mettons, quand j'ai acheté l'ancien garage pour faire mes bureaux. Ouais. Ça a été j'ai revitalisé quelque chose, j'ai revalorisé quelque chose. J'ai quand même fait une belle équité là. Je suis allé pas pantoute, là. On a remis de l'argent. Mais dans 15-20 ans, quand je vais le revendre, on n'en parlera plus. Ce sera peut-être pas le meilleur coup, mais il fallait le faire. Ils rendent de l'argent, mais c'est juste que ça a été un 2 ans plus difficile. Fait que, des fois, dans les plus petits projets, c'est ça qui est plus difficile ces temps-ci. Les plus gros projets, j'ai l'impression que c'est plus facile, plus canné, tu dilues plus tes frais, ton coût de terrain, ça va mieux, là. Mais la promotion immobilière, pour ceux qui pensent que c'est facile de faire de l'argent facile, là, c'est pas vrai. Là, non, c'est pas facile. Puis quand les projets sont plus gros, souvent les promoteurs sont plus expérimentés. Ouais. Donc, ils ont une meilleure équipe, souvent, avec eux, j'imagine. Quand c'est ton premier 6, tu n'as pas une équipe de rêve avec toi. C'est ton premier que tu fais, tu t'envoies un peu à l'aveugle. Puis nous, on enveloppe les clients le plus possible. Là, ça va prendre un architecte qui va suivre le dossier. Ça va prendre un consultant coût, dépendant du type de financement. Souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que les plus petits projets viennent avec des promoteurs moins expérimentés. Puis, j'enlève rien à personne, mais avec des entrepreneurs plus petits aussi, parce que ils vont avoir les capacités financières de faire les plus petits projets. Puis, tu reviens. Nous, on commence à vouloir encadrer ces gens-là. Mais aussi, il faut qu'ils veulent écouter, puis il faut qu'ils veulent réaliser que c'est tough des projets, là, comme je disais, en bas de 10. Là. Une réno, on a un projet en ce moment, une rénovation. Les deux clients là, sont super smart. Là. Ils capotent leur vie. Je suis pas mal sûr qu'on va comparer le pro forma au début versus à la fin. Ils vont perdre leurs cheveux. Mais en même temps, c'est leur premier, puis ils sont conscients, ils apprennent beaucoup. On est tous en équipe pour les aider à travers ça, mais ça reste que une réno, c'est des surprises. Fait que là, le stress qui vient avec ça. Fait que les gens qui commencent aussi souvent, c'est leur job sur le side. Ils ont encore leur job de jour. Fait que ça, c'est quand même tough. Fait que je dis souvent, si vous êtes pour le faire, fine. Mais prévoyez que c'est une job à temps plein. Prévoyez pas que ça va être 2-3 heures semaine. Quand le chantier va commencer, là, tu vas être là tous les jours quasiment. Là, ou du moins, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Si c'est vraiment pas quelque chose qui te tient à cœur, tu t'en fous. Peut-être pas, mais quand tu prends le projet puis tu as mis tous tes petits sous d'économie là-dedans pour faire ton premier projet, pour après ça le financer en faire un deuxième, ça va être stressant. Ça va être des hauts et des bas. Ça va être le fun. Ça va être cool. Ça va être excitant. Ça va être chiant. Ça va être... t'es fâché, t'es impatient. C'est un roller coaster d'émotions. Mais dans 15 ans, tu vas être content. Oui, mais c'est ça. Il faut voir sur le long run. C'est ça. Exact. Mais il faut que tu passes au travers. T'as raison. C'est ça.
Fait qu'il faut être bien entouré. Faut, tu sais, avant même d'acheter le terrain, comme Guillaume nous a dit, tu sais, on peut te contacter. Ben moi, je le dis souvent, tu sais, si c'est des clients récurrents, ben, tu sais, ils m'appellent, puis tu sais, souvent, c'est comme ça que je vais faire mon développement des affaires avec ces clients-là. Si je leur trouve un terrain, ils me donnent un mandat, fait que ça va. Il y a des clients qui m'engagent, puis c'est comme une carte prépayée. Genre, hey, je te donne une banque d'heures, puis je t'appelle une fois de temps en temps, tu étudies le terrain, je fais ça souvent le vendredi relax. Là. Fait que j'analyse, puis je fais les comptes rendus, puis là, tu sais, des fois, c'est toujours dans l'optique de dire, moi, si je les aide à avoir un terrain qui est intéressant, qui achète le bon prix, je vais avoir un projet par la bande après aussi. Là, Exactement. Puis après ça, vous allez pouvoir travailler ensemble. Ben oui, c'est ça. Mais merci, ça fait Guillaume, plaisir. Merci, Guillaume. Super intéressant. C'était le fun. On avait une ligne directrice, puis on est allé un peu... mais j'avais comme un petit doute, tu sais, en connaissant Ben, je suis une bébite volubile, fait que c'est pas super. C'est très intéressant. Ouais, Merci, Guillaume. Merci de l'invitation.